Punchline. 18h-19h sur CNews et Europe 1. Laurence Ferrari. 18h37 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel est là, Rachel Kahn, Alexandre Devecchio. On a le plaisir d'accueillir Raphaël Enthoven. Bonsoir à vous. Philosophe et auteur de ce livre L'esprit artificiel. Une machine ne sera jamais philosophe aux éditions de l'Observatoire. On est bien d'accord avec vous. On va en faire la démonstration dans un instant, évidemment, à la lecture de votre livre. Peut-être un mot de l'actualité de cet hommage qui sera rendu demain à Robert Badinter, au ministère de la Justice. Hommage évidemment éminemment justifié, mais qui provoque une polémique politicienne avec Elisabeth Badinter qui demande à certains partis politiques comme le Rassemblement National et la France Insoumise de ne pas y participer, demande qui n'est pas entendue du côté de la France Insoumise. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que l'hommage méritait mieux? Tous les combats de Robert Badinter ont été à peu près dirigés contre l'extrême droite, mais aussi également contre une certaine forme de compromission, de renoncement, voire d'antisémitisme, avec lequel l'extrême gauche en ce moment voisine, en tout cas la France Insoumise. Donc c'était tout naturel qu'Elisabeth Badinter, à l'hommage qui est rendu à son mari, et qui par ailleurs est un grand homme de la nation, ne souhaite pas voir l'extrême droite, ni l'extrême gauche, en tout cas cette extrême gauche-là, c'est-à-dire la France Insoumise. Ça me paraissait normal. Que les gens y aillent quand même, je trouve ça très gênant pour eux. Je suis très embarrassé pour eux que les gens excipent de leur titre de député pour se pointer là où vraiment dans l'endroit du monde où ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils s'y risquent à 2 reprises la même semaine. Je suis gêné pour eux, il n'y a pas de commentaire à faire, il y a juste à leur tourner le dos. Vous parlez de la cérémonie de commémoration des victimes du Hamas. Des victimes du Hamas, où il n'était pas invité non plus, d'une certaine manière. Il pouvait y aller au titre de député, mais il n'était pas invité. C'est quand même ahurissant de s'asseoir à ce point sur la volonté des familles, dans un cas les familles de victimes, et ici la famille de la veuve. C'est inouï. Robert Badinter recouvrait un seul combat pour vous, l'abolition de la peine de mort, ou bien d'autres combats? Non, Robert Badinter, c'est beaucoup de choses. Robert Badinter, c'est la gloire du métier d'avocat. C'est la gloire du métier d'avocat, c'est la gloire de la plaidoirie, c'est aussi la défense des droits pour tous, des LGBT également, et c'est la question de la peine de mort, mais c'est une histoire française, Robert Badinter. C'est un homme dont une partie de la famille a été massacrée pendant la guerre. C'est quelqu'un qui, par exemple, pour vous donner un exemple, quand il était garde des Sceaux, Robert Badinter, au moment de l'instruction du procès Barbie, reçoit de la part du président du tribunal de Lyon copie de l'acte de déportation de son propre père signé par Klaus Barbie. Et Badinter, à ce moment-là, se dit « La peine de mort a été abolie, mon père aurait été fier de moi ». C'est cet homme-là dont nous parlons. C'est de ça que nous parlons. C'est de ces éminentes qualités humaines qu'il incarnait mieux qu'un autre. C'est à ça que nous rendons hommage. Bon, écoutez, la présence inopportune de quelques grattes voix, bon. Mais il y a d'autres combats qu'il menait et qu'on a un peu plus passé sous silence. Le combat contre l'euthanasie. Il était pour, évidemment, la vie. Il l'a illustré tout. Oui, enfin, être pour la vie. Il a dit, je ne veux pas lutter contre la peine. Il voyait une incohérence dans le fait de lutter contre la peine de mort tout en luttant contre l'euthanasie. Moi, c'est un argument auquel je souscris pas, dans la mesure où ce sont 2 combats de nature extrêmement différente. Quand vous combattez la peine de mort, et d'ailleurs Robert Badinter lui-même, dans les plaidoiries, les différentes plaidoiries, que ce soit Patrick Henry ou que ce soit le discours au Parlement en septembre 81, les grands discours de Robert Badinter n'invoquent jamais le caractère sacré de la vie, qui est systématiquement invoqué à l'appui du combat contre l'euthanasie. J'ai pas fini. Alexandre Devecchio, voulez vous couper la parole? Je sais. Je le connais bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait, en cohérence, lutter contre la peine de mort et défendre le droit de mourir dans la dignité. Ce n'est pas là contradictoire. Bon, Alexandre Devecchio qui veut réagir. J'ai lu ce qu'a écrit Robert Badinter sur le sujet. Il le fait effectivement pas au nom du droit à la vie, mais il le fait pour d'autres raisons. Il explique que ce n'est pas à l'État de donner la mort, que c'est toujours compliqué quand l'État donne la mort, parce que c'est quelque chose qui peut donner lieu à des dérives. C'était l'un de ses arguments. Il y avait un autre argument assez intéressant où il expliquait que la loi n'était pas seulement punitive, elle devait être expressive, justement exprimer nos valeurs fondamentales, et il trouvait que c'était compliqué de mettre dans une même constitution effectivement qu'on s'opposait à la peine de mort et qu'on était pour le geste de l'euthanasie. Il trouvait que ça ne rentrait pas dans le cadre de nos valeurs fondamentales. Maintenant, on peut effectivement défendre les 2 positions.
Raphaël Enthoven, oui, non, j'insiste moi sur le fait qu'on peut en cohérence défendre ces deux positions. Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire parce qu'il ne s'agit pas de sacraliser la vie dans le cas de la lutte contre la peine de mort. C'est pas ça qui est en jeu. C'est l'enjeu de lutter contre la peine de mort, comme le disait si bien Robert Badinter, c'est de ne pas confondre la justice avec la vengeance. La justice ne peut pas être une affaire de vengeance. On ne peut pas légiférer sur de la vengeance. C'est pas sérieux, c'est dangereux. C'est la fin du contrat social d'une certaine manière. Il y a quelque chose d'antidémocratique là-dedans. Donc c'était au nom d'arguments démocratiques, des arguments savamment exposés par Camus et par Victor Hugo avant lui, que Badinter luttait contre la peine de mort. C'était pas au nom des arguments qui sont en général brandis par les adversaires de l'euthanasie. On va revenir à votre... à moins que Rachel Kahn ait une question à vous poser sur l'actualité ou on embraye sur l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Le livre est absolument passionnant. Il raconte pourquoi l'intelligence artificielle est nulle en philosophie. Oui. C'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi elle est au fond incapable de réfléchir. Vous l'avez testé à plusieurs reprises, cette intelligence artificielle. Je l'ai même affronté. On a passé le bac ensemble et on a pu vérifier à cette occasion qu'il n'y avait pas de match, si vous voulez. Vous avez eu 20 sur 20, elle a eu 11 sur 20. Oui, mais elle a été surnotée. Moi aussi, d'ailleurs. Il n'y avait pas de match parce que quand vous demandez à l'intelligence artificielle de faire de la philosophie, le sujet, c'était « Le bonheur est-il affaire de raison ?» C'est une bonne question. C'est une géniale question, comme toutes les questions qu'on pose en terminale, en philo. Eh bien, qu'a fait la machine? Elle a pris toutes les théories du bonheur, elle les a rangées dans des tiroirs adéquats, elle a classé ça indifféremment en 3 parties. Elle aurait pu mettre la 3e partie avant la première, ça n'avait aucune importance. Le tout n'était ni fait ni à faire. Il manquait à sa copie ce petit pas de côté qu'on doit faire, qu'on apprend à faire en terminale, qui consiste à trouver une problématique. C'est-à-dire, le bonheur est-il affaire de raison? Vous avez ce sujet sous les yeux, vous réfléchissez un peu, vous regardez le sujet, vous vous dites le bonheur c'est un sentiment. Comment un sentiment peut-il être affaire de raison? Et là vous avez le problème. Eh bien ce petit mouvement qui consiste à réfléchir, cet atome de pensée qu'on appelle une problématique, la machine est à des années-lumière de le trouver. Complètement. Complètement. Donc il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas l'essentiel, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion. Donc il y a compilation considérable, imposante d'un savoir. La machine a rédigé sa copie en 45 secondes. Moi j'ai mis 1h15. Bon, donc bien sûr, elle écrit plus vite que moi. Elle a aussi meilleure mémoire, je suis sûr qu'elle avait plus de connaissances, ça c'est certain. Mais en revanche, sa copie était nulle. C'était pas de la philo. Parce que la philo, c'est pas la transmission d'un savoir. Pas d'abord. C'est d'abord la transmission d'une méthode. Et c'est une méthode qui n'est transmissible que par le colloque d'un élève et d'un prof. Formidable. Rachel Kahn, peut-être une question là-dessus sur l'intelligence artificielle avec Raphaël. J'ai lu attentivement votre ouvrage et je me disais en creux, est-ce que... Alors, l'intelligence artificielle, ça mobilise beaucoup de scientifiques actuellement et beaucoup de personnes ont peur justement d'être dépassées par cette intelligence artificielle. Je me disais que c'était en creux une ode à la vie, cet ouvrage. Et notamment une ode à nos absents. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est cette immatérialité. Et j'ai ressenti cela à la lecture de votre livre. Il n'y a que vous pour poser une question aussi juste. C'est un livre sur le deuil. C'est un livre sur le deuil. Je n'ai jamais fait cette réponse puisqu'on ne m'a jamais posé cette question depuis que je parle de ce livre. Mais vous avez raison, c'est un livre sur le deuil. C'est un livre dont le chapitre central, qui a l'air annexe, est un chapitre sur la culture des mausolées. Ce que j'appelle les mausolées, c'est-à-dire la compilation des datas que le mort a laissées. La compilation des données, des traces que le mort a laissées. Nous fabriquons des mausolées à la gloire des morts. Des mausolées qui sont irrigués par la mémoire aimante des gens qui les ont connus, mais qui s'assècheront le jour où cette mémoire elle-même disparaîtra. Et je compare ça avec la chance qu'il y a d'avoir des morts qui ont écrit des livres où ils ont mis un peu d'eux-mêmes et où par conséquent on a l'impression quand on les relit d'être en véritable discussion avec leur esprit, précisément. Ça permet de qualifier ce que c'est qu'un esprit en réalité, c'est-à-dire c'est plus qu'un souvenir et c'est moins qu'un fantôme. Vous voyez? Mais ça reste une instance de discussion. Donc, plus qu'un mausolée, plus qu'une trace, un livre. Quand on laisse un livre de soi-même, on ne laisse pas qu'une trace. On laisse une trace féconde, on laisse une trace avec laquelle on peut discuter. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un livre sur les disparus. Et l'IA, l'intelligence artificielle, se nourrit de ça, de ces ouvrages, de ces auteurs. L'IA, si vous voulez, l'IA, nous avons tous peur de mourir, bien sûr. Et nous avons parfois la tentation de régler le problème en transférant la totalité de ce que nous sommes dans des entités prévues à cet effet. C'est le syndrome de Toshiro, l'ami d'Albator. Ceux qui ont mon âge s'en souviendront. Hélas, nous nous en souvenons. Voilà, hélas, on s'en souvient. L'ami d'Albator qui se téléporte tout entier, qui téléporte son esprit dans le vaisseau d'Albator.
et qui reste lui-même malgré cela. Et bon, alors c'est pas possible parce que nous ne pouvons pas muter en silicium. Nous n'allons pas la totalité des traces que vous avez laissées de vous-même, la totalité de vos datas, la totalité des réponses que vous pourriez faire n'épuise pas ce que vous êtes. Dans le livre, je prends l'exemple d'un épisode de cette série remarquable Black Mirror. C'est un épisode où une dame perd son fiancé d'un accident de voiture et alors qu'est-ce qu'elle envoie? Elle envoie toutes les données du fiancé plus un peu de code génétique, un cheveu, etc. à une entreprise et 3 jours plus tard, elle récupère un fiancé tout neuf. Plus beau d'ailleurs, parce qu'on met de ligne, les photos qu'on met en ligne sont plutôt avantageuses. Donc tout neuf, sexuellement infatigable, doté du même humour, de la même mémoire. Sauf que, au moment où elle lui dit quelque chose qui aurait dû énerver son fiancé, il répond gentiment. Et à cet instant, elle comprend que la présence de cet ersatz parfait ne fait qu'augmenter le sentiment de l'absence au lieu de le combler. Nous ne pouvons pas fabriquer de la vie en accumulant de la donnée. C'est une illusion de le penser et on en est aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion. On a toujours rêvé qu'on allait créer des créatures, qu'on allait fabriquer des créatures. On n'a jamais réussi. Et en réalité, Raphaël Enthoven, nous ne laisserons aucune trace si ce n'est des traces écrites. Ou les artistes. Nous laissons des traces, mais la compilation des traces que vous laissez est à vous-même ce qu'un amas de cendres est au feu qu'il a causé. Louis de Ragnel a une question. Je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous avez fait cette espèce de compétition face à la machine. Vous sous-entendez, et je voulais simplement avoir votre avis, que l'homme ne sera jamais dépassé par la machine. Est-ce que c'est vraiment ça que vous pensez? Non, pas ça. Je pense qu'il y a de l'irréductiblement humain et que la machine ne peut pas synthétiser. Je pense que la vie humaine est d'une étoffe que la machine ne peut pas synthétiser, pour le dire simplement. Donc il y a de l'irréductiblement humain. Autrement dit, qu'une machine ne peut pas devenir vivante. Mais ça ne veut pas dire qu'un humain ne peut pas devenir machine. Bien sûr, mais est-ce que ça veut dire aussi... ça. Non. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'homme sur un certain nombre de choses? L'intelligence artificielle dépasse l'homme déjà. Nos machines sont plus fortes que nous depuis toujours, c'est leur raison d'être. C'est un danger ou pas pour vous? Un marteau est plus solide que le poing. Non, c'est pas un danger. Le marteau est plus solide que le poing. Quand Kasparov perd aux échecs contre Deep Blue, il perd contre une usine est plus forte qu'un joueur d'échecs. Un robot est plus fort qu'un catcheur. Ça ne met pas le muscle en crise. C'est pas une crise du muscle que le métal soit plus solide que le muscle. Je vous pose cette question parce qu'il y a des débats en ce moment autour de la régulation de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des États de réguler l'intelligence artificielle pour pas que la bête, la machine dépasse l'homme en fait? Il y a plusieurs questions. Non, je pense que la machine dépasse l'homme est un faux problème. Parce que la machine est conçue pour dépasser l'homme et que par ailleurs la machine n'est pas humaine. Donc c'est une fausse compétition si vous voulez. La machine est plus forte que nous, un chariot porte plus de choses que notre dos. C'est la même chose. Donc la machine dépasse l'homme. Non, la question c'est de savoir dans quelle mesure ces outils phagocytent nos esprits, nuisent à notre façon de penser. Et ça, c'est un enjeu de santé publique. L'apocalypse cognitive, la livraison de nos cerveaux, comme dit Gérald Bronner, à une information dérégulée, est en soi un problème de santé publique, et c'est là qu'il faut intervenir. Comment ça, je ne sais pas. Je suis pas aux affaires, c'est pas à moi de le faire, mais effectivement c'est un problème de santé publique. La question n'est pas de savoir si une machine va devenir humaine, on en est aussi loin qu'il y a 3000 ans, mais de savoir comment éviter que les humains se machinisent. Et ça c'est une autre affaire. Ça on le met en scène, c'est pas simplement le transhumanisme, c'est les temps modernes. L'ouvrier qui continue de visser des boulons imaginaires alors qu'il est sorti de la chaîne. C'est l'ouvrier qui porte en lui les traces de la machine, qui se robotise un peu. Et c'est effectivement, ça, c'est un danger, mais c'est un danger dont notre responsabilité est seule. Alors, Alexandre Devecchio, puis après, j'en poserai une remarque, c'est peut-être pire que les temps modernes, puisque l'homme pourrait être totalement évacué du processus de production. Enfin, c'est un des risques, c'est la question du travail. On nous dit qu'avec Schumpeter, il y a toujours de la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle technologie, ça va détruire certains métiers, mais en créer d'autres. Mais là, on voit beaucoup de destruction en prévision et peu de création. Donc, c'est comment faire marcher une société dans laquelle le travail aura en grande partie disparu. Vous évoquez aussi la victoire de l'inanimé. Vous dites qu'il est de notre responsabilité à chacun d'entre nous de ne pas devenir les esclaves de nos téléphones portables. Alors là, c'est un vaste programme, ou de nos ordinateurs. Aujourd'hui, nous sommes devenus des esclaves. Vous savez, c'est un copain américain un peu mélancolique que j'aime beaucoup,
beaucoup, qui se reconnaîtra, qui un jour, je le vois regarder son téléphone, son iPhone, et je lui dis, mais pourquoi t'as l'air triste en regardant ton téléphone? Et il me répond en anglais, il me dit, the problem is, it doesn't love you back. Il ne t'aime pas en retour. Je ne reçois pas d'amour de mon iPhone. Et c'était pour lui une vraie révélation, c'est-à-dire de comprendre que sa machine ne l'aimait pas, de comprendre qu'il pouvait aimer sa machine, mais que cette affection-là n'était pas réciproque. Mais les réseaux sociaux vous aiment, justement. C'est bien pour ça que les adolescents sont vissés à leur téléphone portable. Non, les réseaux sociaux vous enferment dans vos désirs, donc donnent l'impression de célébrer le débat et fabriquent en réalité des communautés homogènes. Donc compromettent le débat tout en donnant l'air de le célébrer. Les réseaux sociaux vous enferment dans vos propres désirs ou vous rapprochent des gens qui pensent comme vous. Mais le choix de vous approcher des gens qui pensent comme vous, ou le choix de ne chercher que la compagnie de vos semblables, relève encore de la responsabilité individuelle. L'asservissement auquel nous nous livrons devant nos écrans comme sur les réseaux sociaux est un asservissement dont nous sommes les artisans, dont nous sommes responsables, quand bien même les outils seraient conçus pour nous hypnotiser. Ce ne sont pas les algorithmes qui sont responsables de ça. C'est très paradoxal. Je pense que nous tous, ici, nous nous définirions comme plus... comment dire ? Nous sommes plus vastes que ce que nous consommons. Et vous et moi, etc. Encore heureux. Nous ne sommes pas réductibles à ce que nous consommons. Nous avons tous le souci de penser que nous sommes plus intéressants que ça. Comment peut-on à la fois dire qu'on est plus vaste que ce qu'on consomme et considérer qu'un algorithme qui nous enferme dans nos consommations nous dépouille de notre identité profonde? On ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas être plus vaste que nos traces, nos datas, nos consommations ou nos achats, tout en considérant qu'un algorithme nous vole notre identité. La drogue vole votre identité. Enfin, elle est interdite. Par exemple, vous faites le choix librement de consommer de la drogue. Enfin, je ne parle pas de vous, pardon, mais ça peut arriver à certaines... Je sens, camarade, que vous ne vous êtes jamais drogué. À certaines personnes, elles le font librement, mais ensuite, elles sont quand même esclaves de la drogue, et la drogue est interdite. Donc, les remarques de mon ami sobre sont sans pertinence. Comment on traduit ça pour nos adolescents, cher Raphaël Enthoven? Vous êtes père de famille. Comment on leur explique qu'il ne faut pas être esclave de nos machines? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis père de famille. Vous savez, j'ai tellement d'enfants que je ne peux pas être autoritaire, j'ai pas le temps. Je suis contraint au libéralisme par le nombre, donc je suis obligé de parier sur les vertus de la liberté. Jusqu'ici, je dois dire, j'ai de la chance. Voilà, ça, je touche du bois. J'ai eu de la chance, voilà. Mais je n'ai pas de conseil à donner. Ça, aucun parent n'a aucun conseil à donner, à mon avis. Quand on est parent, on fait ce qu'on peut. La victoire de l'inanimé. Mais oui, mais la victoire de l'inanimé, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas parce que l'inanimé l'emporte que l'inanimé est vivant. C'est ça que je dis, moi, je ne dis que ça. La victoire de l'inanimé ne signifie pas que l'inanimé est vivant. Ça signifie juste qu'on s'y est livré corps et âme. Rachel Kahn, vaste programme, et en même temps, j'aime beaucoup, en fait, on est entre deux pôles, c'est-à-dire d'un côté la liberté et de l'autre l'esclavage. Et c'est vrai que ce que vous disiez est intéressant. Par rapport aux réseaux sociaux, ça me faisait penser à certaines ou certains qui luttent contre l'esclavagisme et la décolonisation en étant toute la journée sur les réseaux sociaux, donc en prise avec l'esclavage. Les nouveaux esclavages, c'est ça, en fait. Oui, mais c'est un esclavage, c'est de la servitude volontaire. C'est un esclavage auquel nous nous livrons gaiement, auquel nous nous livrons délibérément, avant de dire c'est la faute des machines. Ce qui est un système absurde. Interrogeons-nous sur les raisons pour lesquelles nous nous livrons pieds et poings aux réseaux sociaux et aux outils de leur diffusion, plutôt que... Voilà. La prochaine étape, c'est, vous le dites, donner une conscience aux machines. Elle arrivera, cette étape? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On en est aussi loin que de faire du feu avec de l'eau ou de faire de la vie avec du scotch. On ne fabrique pas de la conscience en amalgamant des parties ou en juxtaposant des informations. On ne fait pas de l'esprit avec des atomes et on ne fait pas de la conscience avec du silicium. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir envie de le penser. C'est d'avoir envie de le penser et de le redouter en plus. On redoute quelque chose dont on est parfaitement incapable. Pour moi, la question n'est pas de savoir quand nous fabriquerons des objets conscients, mais encore une fois, d'où nous vient la crainte que ça va arriver. Et cette crainte-là, qui est vieille comme l'humanité, mais c'est une crainte ancestrale. On l'a toujours mise en scène, de Pygmalion jusqu'à l'IA, en passant par Terminator, Pinocchio, le Golem, ce que vous voulez. On n'a pas arrêté de le mettre en scène. C'est une crainte qui renseigne sur le désir qu'on a de se prendre pour Dieu. C'est une crainte dans laquelle beaucoup plus d'orgueil que d'humilité entre. À mon sens, en tout cas. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven. L'esprit artificiel, une machine ne sera jamais philosophe, aux éditions de l'Observatoire. Merci Alexandre Devecchio. Merci. Rachel Kahn, Louis de Ragnel. Merci à vous, chers amis auditeurs. Sur Europe 1, vous retrouvez dans un instant Hélène Zellani pour Europe 1 Soir et sur CNews, Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous. Sur nos deux antennes et à demain. 18h, 19h, Punchline sur CNews et Europe 1. Laurence Ferrari.